Merci de prendre place, hein. C'est l'heure pas facile, juste après le déjeuner, après une matinée chargée, vous vous êtes levé tôt. Et pourtant, le débat qui va suivre est important et même crucial. On va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va arriver à ces 250 000 logements, hein. On va parler de la construction, d'ambition, et peut-être aussi de ce qui la contrarie. Quelques chiffres à vous rappeler, pas trop, mais quelques-uns quand même. Le nombre d'agréments ne cesse de diminuer depuis 2016, où le nombre d'agréments s'élevait à 124 000. En 2020, on a battu un record dans le mauvais sens du terme, avec seulement 87 500 agréments. On n'avait pas fait pire depuis 15 ans. Parallèlement, Emmanuel Cos le rappelait, le nombre de demandeurs, de foyers qui attendent un logement social ne cesse d'augmenter de 2 200 000. Alors pour tenter d'inverser cette tendance, de refaire partir la construction dont le Premier ministre nous a parlé ce matin, l'État et le mouvement HLM ont donc signé un protocole pour porter les agréments à 120 000 cette année, en 2020, et 130 000 l'année prochaine, en 2022. Comment atteindre cet objectif ou ces objectifs? Est-ce que c'est possible? Où sont les freins? Comment les desserrer? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans cette table ronde avec des intervenants que je vais vous présenter, en commençant par celui qu'on ne présente plus, qu'on ne présente pas, Pierre Urmic, maire de Bordeaux. Vous étiez et vous nous avez fait le plaisir de nous accueillir dès ce matin. À ma droite, Claude Bertolino, vous êtes directrice générale de l'établissement public foncier PACA. Merci d'être ici. Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement. Vous représentez les locataires sur cette table ronde. Jean-Paul Jandon, président du Fonds national d'aide à la pierre. Très important. Le Premier ministre a parlé de vous ce matin. Et puis je signale, alors que si vous voulez parler, vous prenez un micro. Je signale également que vous êtes le maire de Cergy, en région parisienne. Céline Reynaud, ici, avec cette veste rouge, directrice générale d'Est Métropole Habitant, et Pascal Van Latem, le directeur général de Séquence. Alors Séquence, c'est un gros acteur du logement social, puisque vous êtes Action Logement Île-de-France. Vous n'oubliez pas de poser vos questions, toujours sur ce même numéro de téléphone qui doit apparaître derrière moi, 06 44 64 65 04. Vos questions, elles apparaissent sur cette tablette-là qui est ici, et je me ferai votre relais, évidemment, pour la poser aux invités. J'ai envie de commencer avec vous, Céline Reynaud. Ce besoin de construction, ce besoin de logement, vous le ressentez au quotidien dans votre organisme ? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, on le ressent au quotidien et on le ressent de manière extrêmement forte. De plus en plus, ces dernières années, on a une demande de logements sociaux qui croît. Alors sur la métropole de Lyon, donc l'Office Est Métropole Habitat est présent sur la métropole de Lyon, mais c'est quelque chose que l'on constate au niveau national et en particulier sur les territoires tendus. Et au quotidien, nous faisons face, les collaborateurs des organismes HLM font face dans les accueils, dans les agences, à des primo-demandeurs qui ne comprennent pas pourquoi les délais d'attente sont aussi longs, pourquoi les demandes de mutation ne sont pas satisfaites. Et donc c'est pour ça que l'on constate vraiment au quotidien cette pression sur le logement. Et c'est plus difficile aujourd'hui pour un organisme de construire ? Alors c'est plus difficile parce qu'on fait face à pas mal de difficultés, des difficultés qui sont d'ordre très très différent et on a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour y répondre. Alors on fait face à une difficulté sur le foncier, ou l'accès au foncier ou l'accès à l'immobilier. Et c'est un petit peu le nerf de la guerre, parce que pour construire du logement, pour avoir du logement, il faut avoir la matière première, et cette matière première, c'est le foncier ou l'immobilier. Donc aujourd'hui, effectivement, une tension très forte sur l'accès au foncier et des prix de foncier qui ne nous permettent plus de sortir des opérations de logements sociaux dans de bonnes conditions. Ça, c'est un élément. Un deuxième élément de difficulté que l'on rencontre, c'est le coût des opérations, lié au coût de construction, mais pas que. C'est lié aussi au surcoût des opérations aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait face à des opérations qui sont de plus en plus complexes. On doit répondre à des demandes des politiques publiques et c'est tout à fait légitime. Pourquoi ces surcoûts ? C'est surcoût parce qu'on doit appliquer des normes qui sont
qui s'empilent en fait. Donc on a des normes qui sont liées aux aspects énergétiques du bâtiment, d'accessibilité, de sécurité des biens et des personnes. Et on est dans une forme d'inflation normative ces dernières années. Et j'allais dire, ça ne s'arrête pas. Et donc on empile des normes, on empile des contraintes auxquelles on doit répondre. Et effectivement, tout ça entraîne un surcoût important. Rassurez-moi quand même, ce n'est pas juste pour faire plaisir à des fonctionnaires du ministère du Logement, c'est aussi pour améliorer ces logements quand même. On est tout à fait d'accord avec ça. On améliore les logements. Simplement, c'est la somme en fait des éléments des politiques publiques qui est aujourd'hui une complexité. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, on devrait s'interroger sur ce qui est essentiel. Il y a sûrement des choses qui sont essentielles et il faut les conserver. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la transition énergétique et environnementale, tout le monde s'accorde à dire que ça doit être la priorité. Donc, mettons le paquet là-dessus. Même si ce n'est pas simple, on va faire même une table ronde sur le sujet. Donc, mettons le paquet, peut-être, si vous passez l'expression là-dessus, mais ça veut dire qu'il faut être au clair sur des demandes annexes, peut-être accessoires, auxquelles on ne pourra pas répondre. Pascal Van Latem, je me tourne vers vous, un peu avec les mêmes questions. Vous la ressentez très fortement, vous, en Ile-de-France, cette demande ? Oui, je vais vous donner 2 chiffres. Il y a 750 000 demandeurs officiels, enfin du moins, il y en a peut-être davantage d'ailleurs. 750 000, il y a 70 000 mises à l'habitation, enfin attributions qui sont réalisées chaque année. Vous voyez un petit peu la différence. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est construire. Et pour ça, en fait, en Ile-de-France, les besoins sont partout. Ils sont de nature qui peuvent être différentes, à la fois dans une commune, dans des communes qui sont dites SRU, donc qui n'ont pas atteint leur seuil de logement social, là où nous intervenons en priorité, et puis sur les autres, où on intervient d'une autre façon, en recherchant à travers des financements PLS ou logements intermédiaires, LLI, à créer de la mixité sociale. Mais oui, en Ile-de-France, et maintenant, je crois que ça a été dit ce matin dans les métropoles, sur les dernières années, l'exemple de l'Île-de-France s'est un peu répandu en France. Eh bien, on a des besoins énormes qui ne peuvent pas être résolus par le simple flux et mouvement sur le parc existant. Alors, vous dites finalement, il faut construire, ça paraît être une évidence, mais ça tombe bien parce que c'est votre métier de construire. Pourquoi vous ne construisez pas plus ? Oui, vous savez, chez nous, on a un taux de développement de 4%, on est à 4 000 agréments par an, donc plus ça devient compliqué, à la fois sur le plan économique, même avec le soutien de notre actionnaire, Action Logement, mais après, il faut aussi pouvoir les gérer et correctement et accompagner les nouveaux locataires. Donc, non, on construit des freins, il y en a partout. Je veux dire, Céline en a évoqué un certain nombre. Alors, il ne faut pas lutter contre le progrès. Et bien évidemment, on intègre tous les éléments de construction verte. On essaye aussi, bien sûr, de respecter, on réussit à ne pas bétonner des zones vertes aujourd'hui, mais les freins, en fait, ils ont aussi beaucoup de portée administrative. D'ailleurs, on en retrouve à tous les niveaux dans le code de la construction, le code de l'urbanisme, tous les textes. Alors bien sûr, il faut un peu de texte pour organiser tout ça, mais on les a là. Non, je dirais... Il y a une question d'ailleurs qui arrive, qui est une réaction à ce que nous disait, et dit la même chose que vous, Céline Reynaud. Quel est le poids des normes et des règlements dans le frein à la construction ? Vous arrivez à le mesurer ? Non, il y a un surcoût, mais alors, quand on calcule un surcoût, il y a toujours une référence, c'est-à-dire c'est par rapport à quoi ? Alors c'est par rapport à avant, sauf que, on a aujourd'hui, on produit des logements qui ont d'autres vertus que ceux qu'on a produits les années précédentes. Donc une comparaison en disant ça coûte 3%, 5%, 20%, 10% plus cher, finalement, ça ne me semble pas être le bon raisonnement. Voilà. Il faut faire avec les contraintes et trouver les moyens de faire. Ce qui nous pèse surtout, et je crois qu'il faut bien le comprendre, pour nous qui investissons sur 50 ans, voire plus, c'est que nous puissions avoir une visibilité sur l'exploitation dans la durée, quoi. Et donc tout ce qui risque d'arriver au niveau évolution fiscale et réglementaire est très pesant et très pénalisant. Bon, Pascal Van Latem ne veut pas me donner de chiffres, vous m'en donnerez un ou pas ? Non plus. Non, mais c'est très difficile de donner un chiffre sur la base de normes effectives. Enfin, après, ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, sur l'habitat passif, si on se dit demain, on doit construire l'habitat passif, l'estimation, c'est 20% de plus.
par rapport à un logement qui est aujourd'hui construit. Donc ça, c'est effectivement des chiffres qu'il faut qu'on ait en tête. L'idée, c'est pas de se dire on ne peut pas construire de l'habitat passif. Il faut se poser la question comment on finance le surcoût de 20% pour faire en sorte que l'on construise tous de l'habitat passif. C'est ça en fait la vraie question. Et la question se pose pour la transition climatique, mais se pose aussi pour les normes d'accessibilité, de sécurité, etc. Et c'est ça en fait qui est la difficulté aujourd'hui, c'est cet empilement de demandes auxquelles on doit faire face, qui sont toutes légitimes sur le papier, mais c'est la totalité... qui coûte un peu d'argent, mais on ne saura pas combien. On est d'accord. 20% de plus pour l'habitat passif. 20%. Bon, d'accord. Question totalement idiote, parce que depuis le départ, on parle d'agrément. On parle d'agrément, je me dis, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de permis de construire? Et là, Jean-Paul Jandon a eu un petit sourire quand j'ai posé cette question, me disant, alors là, c'est ce qu'on appelle une question à la con. Non, c'est une question très intelligente, bien évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que le système actuel est basé sur les agréments. Moi, je suis président du FNAP depuis peu de temps et je me suis posé la même question que vous. C'est-à-dire pourquoi finalement... Donc c'est vraiment une question intelligente, là. Alors là exactement, voilà, vous avez raison. Donc voilà, donc, à partir de là, pourquoi ce n'est pas le PC, le permis de construire? Le système est fait de telle façon qu'aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de pouvoir modifier, ou alors ça veut dire qu'on met tout le monde autour de la table pour pouvoir rechanger les règles. Donc ça prend beaucoup de temps. Par contre, ce que j'ai demandé, et ce qui me semble être important, c'est de savoir combien il y a d'écart entre, à un moment donné, l'agrément et le permis de construire. Et donc, il y a une étude qui est en cours, menée par le ministère, hein, dans le cadre, je dirais, du FNAP, pour savoir exactement est-ce que c'est 5%, 10%, 15%, 20%, pour essayer de se dire, bah, finalement, le chiffre qu'on donne de 100 000 agréments qui a été décidé ce matin. Par le Premier ministre, vous l'avez entendu comme moi. Finalement, la seule question, c'est de dire, est-ce que ces 100 000 agréments se termineront par 100 000 PC dans X temps? Et le temps n'est pas, je dirais, 2 ans, 3 ans, c'est 4 ans, 5 ans des fois. Donc ça aussi, c'est mesurer le temps, je dirais, entre l'agrément et le permis de construire. Et puis finalement, peut-être qu'on s'apercevra que ce n'est pas 100 000, mais c'est 90 000. Et c'est ça qu'on veut essayer de vérifier. Eddy Jacquemart, je me tourne vers vous. Est-ce que la crise sanitaire qu'on a traversée, à votre avis, vous, du côté des locataires, est-ce qu'elle renforce des besoins en logements sociaux? Je pense que dans notre pays, on a besoin du logement social et comme amortisseur aussi de toutes les crises, et ça a été le cas notamment avec la crise sanitaire que vous venez d'évoquer. Mais je crois en plus que, moi je vais être provocateur, puisque dans la table ronde, on parle de 250 000 logements pour 2 ans. Nous, on a envie de dire à la CNL, et c'est l'analyse qu'on fait, il faudrait 250 000 par an de logements. Parce que ouais, enfin, ça, c'est facile de l'annoncer, quoi. Enfin, bon. Les chiffres sont simples. Il y a 2,2 millions, Madame la présidente de l'USH l'a annoncé ce matin, mais nous, ce chiffre-là, il est sûrement, on le sait, il est minoré, parce que sur le terrain, on voit bien qu'il y a des gens qui ne font même pas la demande de logement social parce qu'ils savent qu'il y a un trop gros délai d'attente. Donc oui, le logement social, c'est véritablement le progrès social. Et moi, je pense à tous les habitants, tous les locataires qui vivent dans des logements insalubres et qui attendent avec impatience un logement social parce que c'est véritablement le progrès. Eh bien ça, c'est important. Et oui, il faut construire dans ce pays. Et moi, je suis quand même stupéfait du décalage sur lequel nous, on assiste. C'est le discours soporifique ce matin d'un Premier ministre technocratique avec la réalité du terrain. Parce que oui, les gens, ils souffrent. Les gens, ils ont besoin d'avoir du logement. Vous êtes raide, il est venu quand même, il était sympa, il a dit qu'il aimait le logement social. Il a parlé de la loi SRU. Il est arrivé avec... la loi SRU, il faut prendre... Non, mais ça fait 40 ans qu'il y a une crise du logement dans ce pays. Et ça fait 40 ans qu'on laisse filer les choses. Donc là, maintenant, il y a urgence. Et moi, j'espère que dans la campagne électorale l'année prochaine, on va, pour cette fois-ci, on va parler du logement et de la construction. Oui, il y a des maires qui sont bâtisseurs, qui ont des difficultés. Mais en même temps, il y a des maires qui sont des bandits, qui ne veulent pas construire de logement social dans leur commune. Et moi, je dis, ces maires-là, il faut leur mettre le permis à point et les rendre inéligibles à terme. C'est quand même scandaleux que dans un pays comme la France, on puisse s'exonérer d'une loi en payant des amendes qu'on fait payer en plus par les autres, qui sont les contribuables. Bon, alors vous en prenez, est-ce que vous en prenez à Pierre Urmic?
Ah bah écoutez, lui, en tout Parce cas, qu'il est là, donc il va pouvoir vous il a répondre. annoncé, J'ai donné des chiffres ce il a matin. annoncé qu'il a récupéré une situation bien catastrophique de ses prédécesseurs. Et en tout cas, on a bien compris qu'il y avait la volonté de la municipalité d'aller de l'avant et de rattraper le retard. Mais ça devrait pas être possible dans un pays. En plus, l'ancien maire de cette ville aurait dû montrer l'exemple, puisqu'il a été aussi, il me semble, au gouvernement en son temps. Donc moi je dis des sanctions lourdes, il faut arrêter la langue de bois. Il y a une crise de logement dans ce pays, il y a des gens qui souffrent, il y a encore des gens qui sont encore en plus en difficulté avec la crise du Covid. Et qu'est-ce qu'on a? Un gouvernement qui continue à ne pas donner d'aide à la pierre, parce que je vous rappelle quand même que l'aide à la pierre, il y a le président qui est là du FNAP, l'État ne donne quasiment plus rien. On nous avait promis, il me semble, en son temps, 1 milliard d'aide à la pierre. Ils sont où ces 1 milliard? Parce que l'argent actuellement du Fonds national d'aide à la pierre, c'est les locataires qui le payent Alors, on va laisser- leur loyer. On va laisser répondre Jean-Paul Gendron. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi Non, mais attendez, vous dites beaucoup de choses. mettre en avant aussi qu'on continue dans ce pays à donner 1,2 milliard de cadeaux fiscaux aux propriétaires privés dans le cadre des dispositifs de défiscalisation. C'est scandaleux. Jean-Paul Gendron. Oui, deux petits points. Premier point sur la loi SRU, bien évidemment, il y a nécessité à ce que ceux qui doivent construire des logements puissent les construire. On a évalué, c'est à peu près 600 000 logements. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, hein. Donc après, est-ce que de faire payer les communes qui sont déjà très riches des amendes? Je pense que ce n'est pas le bon sujet. Le bon sujet, c'est de trouver un autre type de partenariat sur les permis de construire, sur les ventes des terrains. Voilà, c'est partie des éléments, à mon avis, qui nous permettraient d'avancer. Enfin, sur les financements, je veux dire, on n'a jamais eu autant de financement du logement social en 2021, puisqu'on est aujourd'hui à 500 millions d'euros, grâce à Action Logement, hein, qui a dans une contribution de 250 millions d'euros, contribution exceptionnelle, qui j'espère, au-delà des élections présidentielles, pourra continuer dans une convention en 2023. Parce que pour moi, l'enjeu aujourd'hui, 2021-2022, est quasiment bouclé. Le problème aujourd'hui, c'est 2023. Et 2023, ça se prépare aujourd'hui. Vous voulez rajouter un petit mot court? L'argent d'Action Logement, ce n'est pas l'argent de l'État. L'argent d'Action Logement, c'est l'argent des travailleurs, des salariés, qui a été volé par l'État, je le dis. Et donc ça, c'est facile de faire des politiques avec l'argent des autres. Et avec l'argent, toujours des mêmes, des classes populaires, qui sont quelquefois en HLM, qui payent la cotisation du 1% patronal. Mais ça, c'est du salaire différé. Donc c'est l'argent des salariés, ce n'est pas l'argent de l'État. Moi, ce que je veux, ce que je demande au gouvernement, c'est de mettre de l'argent frais sur la table dans le fonds d'aide à la pierre pour qu'on puisse véritablement construire du logement social massivement dans ce pays. Je rappelle qu'il y a aussi beaucoup de chômage et qu'on pourrait aussi résoudre la crise de l'emploi avec une construction massive. On fera un autre débat sur l'emploi. Là, on reste au logement. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, évidemment, sur... J'espère bien quand même. Non, vous avez dit beaucoup de choses, vous dites que des choses intéressantes de toute façon autour de cette table. Pierre Urmic, sur la question des maires bâtisseurs, vous êtes un maire bâtisseur? Oui, je me sens pas trop concerné par le permis à points. Moi, mon challenge en tant que maire écologiste, c'est de montrer qu'on peut être un maire bâtisseur sans être un maire bétonneur. Et qu'il ne faut pas confondre. Eh oui, il ne faut pas confondre. Mais j'en apporte moi, j'aime bien la politique par la preuve. Ouais. Quand j'ai été c'est élu marrant maire, parce que vous répondez même à la question avant oui. que je vous la pose comme vous voyez, ça. mais Vous me voyez venir. Je vous évidemment. voyais venir. Et vous voyez, moi, j'ai fait campagne électorale en disant je décréterai aussitôt arrivé d'une part l'urgence climatique et d'autre part le zéro artificialisation des sols. Ouais. Et dès que j'ai été élu maire, tout le monde a dit ben, ça y est, il va arrêter de construire. Le maire de Bordeaux, Urbi et Torbi, ça a été répété à longueur d'antenne, il arrête de construire. Ben, mon souci, ça a été de prouver exactement l'inverse. C'est-à-dire, on peut continuer à construire. Et quand je vous parle de la politique par la preuve, je suis resté exactement sur ce qu'était le plan local de l'habitat de mes prédécesseurs, notre PLH, c'était 3 000 logements par an. Je suis toujours sur 3 000 logements par an. Le nombre de permis construits délivrés à Bordeaux est le même que celui qui était donné dans les meilleures années précédant 2021. La différence, c'est le logement social.
Logement social, j'ai considéré qu'il fallait le booster. Nous sommes, je l'ai dit ce matin, 18,5% de logements sociaux. Vous voyez, à Bordeaux, on est loin des 25%. Donc il fallait vraiment donner un coup de sérieux, d'accélérateur sur ce terrain-là. C'est la raison pour laquelle, quand je vous dis qu'on est à 3000 logements par an, 1500 de logements sociaux. Dans toutes nos grandes opérations d'urbanisme, on est passé de 40 à 45% de logements sociaux. Accès social à la propriété également dans toutes nos opérations. Donc je pense qu'on donne un coup sérieux de fouet, mais tout en restant fidèle à ce qui étaient nos principes, c'est-à-dire on ne construit pas n'importe où. On ne construit pas sur nos derniers espaces de nature, d'une part, je veux dire, pour deux raisons, pourquoi on ne construit pas ces espaces de nature. La première, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, puis c'est nos Bordeaux, meilleurs alliés. ouais. On ne peut pas parler de défi climatique et sacrifier nos meilleurs alliés pour être au rendez-vous du défi climatique, quelle que soit la problématique que l'on peut exposer en face. Un. Et deux, moi j'ai la conviction que demain, les villes les plus attractives seront celles qui auront su conserver leurs derniers espaces verts. Et donc, il ne faut surtout pas construire là. Il faut faire la ville sur la ville. Est-ce qu'on est en train de faire mais justement, actuellement. est-ce que c'est pas pour vous finalement plus facile, maire de Bordeaux, dans la mesure où vous habitez une métropole où déjà pratiquement, enfin l'essentiel du terrain a été artificialisé, de pouvoir répondre à ces questions qui sont des vraies problématiques dans des villes moyennes, quoi, par exemple. Oui. Hein. Là, je vous parle de Bordeaux, je ne sais pas si c'est facile ou difficile. Ce que je constate, c'est que mes prédécesseurs ne le faisaient pas. C'est-à-dire, dès qu'il y avait un lopin de terre de disponible, on construisait dessus. Il faut construire, il ne faut pas construire n'importe où. Il faut, et c'est un challenge que l'on va partager, que l'on doit partager avec les opérateurs de logement social, il faut construire maintenant dans le diffus. Et c'est plus difficile, et pour vous, et pour nous. Donc nous travaillons sur les baux réels solidaires, qui est actuellement pour nous un outil tout à fait pertinent pour pouvoir faire du logement social en utilisant ces possibilités que nous donne la loi. Mais nous travaillons avec les opérateurs de logement social précisément pour qu'on fasse du logement social en ville, que la mixité, elle soit dans nos centres-villes et non plus à la périphérie dans des grandes opérations. C'est plus difficile que faire de grandes opérations, mais je vous promets, que moi je ne suis pas là aux manettes depuis très longtemps, je vous promets que c'est un souci qui nous anime pour faire du logement social et pour rattraper le retard inouï de notre ville. Bon, voilà pour le constat. Jean-Paul Jandon, c'est avec votre casquette de président du FNAP que je vous interroge. On est d'accord, l'objectif c'était 120 000 cette année, 130 000 l'année prochaine. Le Premier ministre espère qu'on sera à 100 000 cette année, c'est-à-dire que c'est foutu. L'objectif, suite aux réévaluations qui sont remontées, c'est 100 000 aujourd'hui. 100 000 à la fin de l'année. 100 000 à la fin de l'année, 100 000 agréments à la fin de l'année, sachant qu'on espère quand même quelques efforts. Et puis je me permets de citer PACA, puis je me permets de citer Paris, qui sont bien en dessous des objectifs tels que nous avions fixés dans le cadre du FNAP. Permettez-moi aussi de dire ça serait bien de faire un peu plus de PLAI et non pas un peu plus de PLS, parce que c'est ça les vrais enjeux aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça le vrai sujet. Et donc aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas dans les zones très denses qui sont quand même d'un côté Paris et PACA, nous ne sommes pas au niveau. Et en termes de type de logement, le PLI n'est pas au niveau. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'argent, l'argent est là, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème de faire. Et c'est ça le vrai sujet, c'est comment on arrive à tenir ces 120 000 logements, sachant qu'on a 130 000 logements l'année prochaine, avec un débat, je pense qu'on aura très prochainement, c'est dire que le retard qu'on a pris, est-ce qu'on se le cumule avec l'objectif de 130 000 logements. Le seul message que j'ai quand même à faire passer, qui est de dire que, et vous l'avez bien dit dans votre introduction, c'est que depuis 2016, nous baissons. C'est la première année en 2021 que nous remontons. Maintenant, j'espère que cette remontada, puisque c'est des termes à la mode en ce moment, cette remontada... Vous prenez pour Montebourg en plus. Hein. Oui, exactement. Ah non, je ne roule pas pour Montebourg, il n'y a pas de problème là-dessus. La remontada du logement. La remontada du logement, je pense qu'il faut la continuer, et c'est le vrai enjeu de l'ensemble des acteurs dans les 2-3 prochaines années. Mais c'est quoi ce qui remonte au FNAP sur les difficultés des bâtisseurs? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Les difficultés, elles sont connues. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Ceux qui déjà ne construisent pas alors qu'ils devraient construire. C'est le principe de la loi SRU. Moi, je me réjouis que la loi SRU soit maintenue, je dirais, dans les prochaines années. Et c'est extrêmement important, même si j'ai vu qu'il y avait quelques améliorations sur lesquelles il faudra faire très attention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble être important, c'est les terrains.
Et notamment quand vous êtes en région parisienne, il y a un vrai enjeu de prix du terrain qui est un facteur bloquant aujourd'hui pour la construction de logements sociaux. Donc, quelle est la solution? Bon, il y aura des pistes. Troisième point qui est pour moi important, c'est notamment, on parlait tout à l'heure de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que comment, par exemple, des bureaux, on les transforme en logements. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ça... Il y a une question là-dessus, vous voyez, pile. Pourquoi ne faut-il pas transformer les bureaux vacants en logements? Nous sommes d'accord, mais il faut évaluer les coûts. Et donc, au niveau du FNAP, on est en train de faire une étude pour évaluer le surcoût lié à finalement cette transformation. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours une histoire d'argent. Hein, et donc, cette histoire d'argent, on devrait pouvoir la régler. D'autant plus que le surcoût est vraiment évalué. Moi, je le vis dans ma ville. Quand vous avez des logements en amiante, eh ben là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de solution financière simple. Et dernier élément dont on n'a pas parlé, mais qui me semble être important, il y a des maires qui aujourd'hui refusent de construire. Et qui... Pas Pierre Urmic. Non, j'ai bien noté. Oui, mais il a encore de la défends, marge, parce qu'à 18,5%, moi, dans ma ville, je suis à 43%. Ouais, je pense des logements sociaux, donc je pense qu'il y a de la marge. Oui, parce que vous êtes maire de Cergy. Donc exactement. Voilà. Donc il y a de la marge. Et donc ça, c'est quand même le premier point important. Et puis le deuxième point, c'est les mouvements qui aujourd'hui font des contentieux gracieux, des contentieux en référé, qui empêchent de construire. Et ça, c'est un mouvement que je vois également dans ma ville, très concrètement, et qui est en train de pour discuter avec plusieurs maires, c'est quelque chose qui est en train de se diffuser partout, c'est que chaque permis de construire est attaqué. Et donc, à la place de sortir déjà dans un temps certain, parce qu'en France, on met beaucoup de temps, eh ben, on prend au minimum 2 ans à 3 ans supplémentaires quand vous êtes en contentieux. Voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et on a permis aux associations, ce qui est quelque part très bien, de pouvoir contester un permis de construire, sauf que le retour de bâton, il est là aujourd'hui. Donc vous dites, alors Pierre Urmic dit oui, absolument. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais attendez, c'est vos amis, c'est vos copains écologistes qui posent des recours. Attendez, souvent, regardez ce qui se passe à Strasbourg, par exemple, qui est très intéressant. Hein. Je pense que vous avez tous suivi cette petite polémique où la maire écologiste de Strasbourg souhaitait construire des logements sociaux sur une zone où il y avait un petit bois. Immédiatement, il y a recours, campagne de presse, etc. Alors, il faut voir où on construit les logements sociaux. Moi, je suis assez d'accord pour dire qu'actuellement, on est très pénalisé par le nombre de recours qui, d'ailleurs, embouteillent totalement nos tribunaux administratifs. Je discutais avec la maire de Rennes il n'y a pas très longtemps. Elle me disait, quand je construis un immeuble de 4 étages, on me dit que je construis une tour. Donc, il y a une acceptabilité sociale actuellement difficile dès que vous construisez un logement, surtout en cœur de ville. Nous essayons. La formule, on n'en a pas le monopole, je sais que beaucoup, notamment d'opérateurs de logement social le font également, c'est de faire le maximum de médiation avant, de l'information. Quand vous habitez un quartier ancien, à mon avis, rien n'est plus traumatisant que de découvrir du jour au lendemain un permis de construire, un immeuble de plusieurs étages devant chez vous. Vous avez 2 mois pour contester ce permis de construire. Qu'est-ce que vous faites dans le doute? Vous saisissez le tribunal administratif. Que vous ayez des arguments juridiques ou non. Là, excusez-moi, je parle avec mon autre casquette, je suis avocat dans le privé, donc je sais très bien comment ça se passe. Donc les gens saisissent le tribunal administratif avant même de réfléchir à un raisonnement juridique. Mais ça paralyse effectivement l'acte de construire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ne pas les traumatiser en leur disant, mais voilà le permis et voilà les 2 mois dont vous disposez. C'est avant de construire, allez les voir un par un. C'est ce que font des opérateurs de logement social et même des promoteurs immobiliers sur Bordeaux. Ils vont les voir un par un en leur disant, mais voilà les plans, voilà ce qu'on va faire. Comment pourrait-on ensemble travailler, améliorer ceci, donner un peu de souplesse? Eh bien, il faut payer, monsieur le maire. Non, pas forcément. Il faut, attendez, la réalité... Il faut se donner les moyens. Mais oui, il faut se donner les moyens. La réalité, on la lit dans le journal, de temps en temps, des associations qui disent, voilà, pour 50 000 €, nous, on enlève nos actions. Non, je pense que l'acceptabilité sociale, elle se discute, elle se négocie, elle n'est pas forcément Jean-Paul Jandon me dit, financière. comme ça, c'est vrai. Oui. Vous voyez, lui, il est honnête, là. Ouais, mais moi, je ne le suis pas. Non, mais moi, je vous parle de l'expérience que nous avons. Je vous promets qu'il y a certains quartiers dans lesquels ça ralentit la période pré-permis, mais vous savez qu'une fois que le permis est déposé et que le permis est accordé, vous évitez souvent un recours devant le tribunal administratif. Mais il y a tout un travail en amont qui est fastidieux, qui est compliqué, où effectivement, il faut peut-être lâcher un peu de laisse, il faut peut-être lâcher un étage, mais bon, à mon avis, on arrive quand même à des solutions négociées. Ça me paraît préférable à une situation contentieuse. Claude Bertolino, je vous trouve
très silencieuse depuis le début de ce débat. Alors vous me direz que c'est parce que je ne vous ai pas donné la parole, ce qui n'est pas complètement faux, mais qu'est-ce qu'il en est des EPF que vous représentez? Donc en fait, bonjour à toutes et tous, je vais intervenir effectivement au titre des EPF d'État. Donc vous devrez Parlez bien dans le micro, vous allez voir vous une poser sur le carte menton. derrière moi Voilà. qui montre qu'effectivement, il n'y a pas d'EPF d'État ou locaux, vous la voyez partout en France. Le bleu étant les EPF d'État en termes de périmètre, le orange les EPF locaux et le blanc là où il n'y a pas d'EPF. Les dernières actualités concernent Nord-Pas-de-Calais transformé en Hauts-de-France et 6 mois plus tôt, Lorraine transformée en Grand Est. Quand je vous entends débattre depuis tout à l'heure, je me dis qu'il y a effectivement, au titre des EPF d'État, une intervention qui me paraît légitime, et au titre de Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que je crois que ça a été cité par le président du FNAP, sachez qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous avons le record des recours. Et que ce n'est pas forcément toujours financier. Donc là, je m'inscris en faux, et heureusement. Mais pas toujours, vous dites. Il peut y avoir... Je n'ai pas dit que c'était toujours. Oui, mais hein. ce n'est pas parce qu'il y a des recours financiers qu'on doit y céder. Et effectivement, l'anticipation est nécessaire, l'anticipation en amont du projet. Je pense qu'effectivement, ce temps préalable, c'est du temps gagné derrière. Nous démarrons généralement à l'EPF Provence-Alpes-Côte d'Azur une année avec 1000 à 1200 logements qui sont sous contentieux. Et je vous dis vraiment, c'est un record national. Alors le foncier, à travers ce que nous avons vu depuis tout à l'heure, peut paraître à la fois le matériau, la matière première pour réaliser du logement. Il y a aussi de l'acquisition-amélioration. Il n'y a pas que de la construction neuve dans la transformation et la production de logements sociaux. Le foncier, le regard a changé dessus. On parle de foncier en parlant de foncier bâti, de foncier non bâti, de foncier complexe. On parle de cœur de ville, on parle de SRU, on parle des friches, parce que là, la deuxième édition en Provence-Alpes-Côte d'Azur vient de se terminer le 20 septembre, et c'est encore une réussite, donc nous sommes très satisfaits. Et donc, ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, le temps du foncier est un temps qui peut être long, parce qu'effectivement, la constitution de la maîtrise foncière d'une pièce urbaine est importante, d'autant que 95% de nos opérations sont en renouvellement urbain. Et donc, par rapport à la loi SRU, je pense qu'il est important aussi de l'évoquer. Je vois Thierry Repentin. Sachez que, par exemple, sur l'année 2021, nous constatons un volume de transactions incroyable qui a repris depuis le mois d'octobre 2020. Et nous avons 75 droits de préemption urbain État sur les communes carencées qui vont produire du logement social. Et je pense que par rapport à la loi 3DS, il sera toujours utile de pouvoir le valoriser, ce sujet-là. Sur les zones tendues, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été évoquées. Donc j'ai pris mon anti-sèche et j'ai travaillé avec mes collègues, notamment franciliens. 55% de nos contrats concernent des communes SRU, 45% de nos cessions sont des logements sur des communes SRU. Donc je crois qu'effectivement, on contribue. Alors à l'échelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous représentons 8 à 10% de la construction neuve de logements sur la région et 15 à 18% des agréments. Je crois qu'on peut difficilement faire plus parce que nous ne sommes pas hégémoniques et loin s'en faut. Et vraiment, je crois que beaucoup, comme l'a dit le maire de Bordeaux, à la communication par l'exemple. Nous faisons beaucoup de pédagogie en amenant certains élus sur certains territoires, notamment je pense aux écoquartiers qui n'ont pas été cités et qui sont aussi des expériences, y compris des éco-villages, qui permettent de constater que nous avançons tous collectivement et que des maires bâtisseurs ne sont pas forcément battus, et on en a aussi la preuve dans nos territoires. Peut-être qu'après je ne parlerai plus. Donc je vais n'ayez pas de crainte comme ça. Deux petits sujets sur la planification. Pour moi, attendez, vous allez me parler de tout ça, mais je veux bien comprendre les choses. Parce que vous êtes en train de me dire que c'est pas le foncier qui bloque? Pas obligatoirement. La planification, c'est un sujet. La planification et l'interprétation de la planification dans l'acte de bâtir. Le maire de Bordeaux l'a dit ce matin, quand dans son plan local d'urbanisme, il va mettre des orientations, des choix politiques, ça ne bloquera pas le foncier. Ça permettra la réalisation des opérations sur la base de la volonté du politique. Et c'est ça qui est important. Bon. Céline Reynaud, c'est pas le foncier qui bloque? Un petit peu quand même, je crois. Pas que, mais un petit peu quand même. Le foncier ou l'immobilier, la matière première dont on a besoin pour construire du logement social. C'est quand même un petit peu le nerf de la guerre.
Et sans cette matière première, nous n'arriverons pas à construire des logements. Ce n'est pas la seule, composante de l'équation, mais c'est une composante quand même essentielle. Et on sait qu'il y a des solutions. Vous en avez cité quelques-unes. Il y a aussi des lois qui ont été mises en place, notamment sur la décote des fonciers. Il y a aussi toute la maîtrise foncière que peuvent mettre en place les collectivités. Les taux de logements sociaux qu'on peut augmenter dans les secteurs de mixité sociale. On a des solutions. Ces solutions, il faut simplement les activer par finalement une volonté politique partagée sur un territoire. Jean-Paul Jandon, vous vouliez... Oui, ce n'est pas le foncier, c'est le prix du foncier. Voilà, c'est ça. Le vrai sujet aujourd'hui est celui-là. Le foncier, l'état du foncier, il pourrait très bien le mettre à disposition très facilement, je dirais, à des prix qui permettent de faire du logement social. Et ça fait c'est une vraie proposition à faire. Le Premier ministre l'a un peu annoncé ce matin. Ça a été annoncé, 24 sites de la SNCF qui... Il y a énormément de fonciers d'État dans nos villes. Exactement. Donc, non seulement il faut qu'ils le mettent à disposition, mais il faut qu'ils le mettent à disposition à des prix raisonnables. À des prix acceptables, oui, et non pas au prix du domaine. Voilà. Je vous redonne la parole, Claude Barthélémy, mais Pascal Van Latten d'abord, sur la question du foncier. C'est pas ça qui bloque ? Non, c'est le prix du foncier, c'est Oui. ce qu'évoque mon voisin, tout à fait. Alors après, il y a des solutions, parce que devant les difficultés, on essaye d'être créatif. Et le prix du foncier, dès lors qu'on mène une opération en coopération, je dirais, avec des opérateurs privés, ou des promoteurs, pour les appeler par ce nom, eh bien, on peut travailler sur la charge foncière, qui n'est pas la même en fonction du produit que l'on construit. Et dès lors, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour les organismes d'HLM de pouvoir construire des logements à des prix de foncier qui soient compatibles avec les loyers qui seront appelés plus tard. Claude Bertolino. C'est le prix du foncier. C'est pas forcément la rareté foncière. Il y a des endroits où il y a la rareté foncière, mais c'est vraiment le prix du foncier. Et ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs natures d'intervention, dont la vente en état futur d'achèvement. Il y a une réelle addiction, et ça a été évoqué ce matin, des bailleurs sociaux sur la vente en état futur d'achèvement. Et effectivement, c'est le promoteur qui, à travers une opération généralement en mixité sociale, prévoit 30 ou 40%, voire 100%. Ça pose d'autres questions sur de logements locatifs sociaux dans ces programmes. Moi, j'ai sorti les chiffres parce que de toute façon, dans nos interventions sur du foncier complexe, du renouvellement urbain, nous essayons aussi de réguler les prix du foncier. Quand nous cédons du foncier en tant qu'établissement public foncier, nous le cédons à prix de revient et une fois les permis de construire purgés de recours. Donc en fait, l'opérateur n'a quasiment plus de risque. Et donc depuis 2012, j'ai les chiffres, c'est à disposition, c'est public. Depuis 2012, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes dans une fourchette de prix qui n'a pas bougé en termes de prix en équivalent logement par session. Ça fait 8 ans, ça n'a pas bougé. Donc la régulation des prix, c'est possible. Simplement, ce à quoi on assiste, et ça, il me paraît important de l'évoquer, c'est comment, avec la moindre artificialisation des sols, on va pouvoir concilier sobriété foncière et régulation des prix pour permettre la réalisation de projets d'intérêt général, notamment la réalisation de logements locatifs sociaux. Ça, c'est une vraie difficulté. Donc moi, par rapport à, nous en parlions tout à l'heure, moi, par rapport à ce sujet, je pense que l'idée de pénaliser fiscalement la rétention foncière, pour moi, n'est plus un sujet. Pourquoi ? Parce que c'était le cas il y a 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois ? Il y a eu la loi climat-résilience qui a été promulguée le 22 août du fort de Brégançon. Et donc, nous tendons vers une moindre artificialisation. Et d'ici 10 ans, donc 2031, l'étalement urbain va être divisé par 2. Donc les propriétaires fonciers qui font de l'étalement urbain, donc de l'extension urbaine, ils feront ce choc d'offres foncier parce que sinon ils ne pourront plus vendre pour transformer ce foncier en construction et notamment en construction de logements. Donc pour moi, ce choc d'offres, il va pouvoir avoir lieu dans la mesure où cette sobriété foncière va le nécessiter. Donc c'est l'hypothèse que j'émets et je pense que dans les 5 ans, nous constatons, nous, sur les territoires, que nous avons des zones de AU qui commencent à être cédées à côté d'infrastructures, d'équipements, parce qu'effectivement, certains propriétaires commencent à anticiper cette loi et à se dire, si je ne vends pas maintenant, dans 5 ans, ce sera divisé par 2, voire divisé par 1, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de capacité à vendre du foncier transformé en étalement urbain dans de la construction neuve. Et donc la rétention, c'est sur le foncier en renouvellement urbain. Et là-dessus, je n'ai pas de piste.
Donc du coup, je souhaitais attirer votre attention là-dessus parce que c'est vraiment notre défi actuellement, et dans nos métiers qui changent, c'est transformer du foncier en renouvellement urbain en opération et en essayant de réguler les prix à travers cette sobriété foncière qui peut les faire augmenter. Et notamment, nous assistons depuis un an, hein, il faut bien le dire, avec la chute des permis de construire, avec la chute des programmes de logement, à de folles enchères, notamment par les opérateurs, je pense aux promoteurs. Et il faut absolument qu'on résiste là-dessus et on s'y emploie. Ça paraît totalement déprimant, votre histoire. Hein. C'est pas déprimant, c'est un défi. C'est nos défis collectifs. Je ne suis pas en train de dire autre chose que la vérité. Ou alors j'ai raté quelque chose. Non, mais attendez, vous avez le droit puis de toute façon, la vérité a le droit aussi d'être déprimante, parfois. Pascal, la thème, sur la question du ZAN, zéro artificialisation. Enfin ZAN, vous avez compris. Net. Je le dis pareil. J'arrive pas à le prononcer non plus. D'accord. Mais comment est-ce que parce que ne pas le prononcer, c'est embêtant. Ne pas réussir à construire, ça l'est encore un peu plus, parce qu'en plus, vous, c'est votre métier. Oui. Alors, je dirais, là, on a beaucoup évoqué les freins, les difficultés, la cherté. Et bon, il y a aussi quelques initiatives qui sont possibles. Elles sont aussi rendues possibles en matière d'organisation. C'est-à-dire que nous, chez nous, on s'appuie sur 2 piliers. C'est-à-dire une maîtrise d'ouvrage directe, qui nous permet de conserver un savoir-faire, et on s'était fixé un objectif il y a quelques années de 50% de production en maîtrise d'ouvrage. On l'a atteint, donc maintenant c'est un seuil. Pourquoi ? Parce que eh bien, on est, comment dire, c'est pas le même métier que de bien acheter une VFA que celui d'être en relation avec ceux qui sont au contact du foncier, et notamment les EPF, avec lesquels, et j'avais 3 choses à dire qui me semblaient pas inintéressantes. La première, c'était celle-là, c'était de pouvoir travailler en amont suffisamment tôt en relation avec les établissements publics fonciers. C'est ce que nous faisons. Alors, c'est une voie, c'est pas la réponse, c'est une partie de la réponse. J'ai écheinté les 50% restants de VFA, donc on est en bonne relation avec les promoteurs et on tient à le rester. Ce sont des partenaires extrêmement importants. Il y avait, par rapport à la zéro artificialisation, il y a la transformation des bureaux en logement. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui prend aujourd'hui de l'ampleur. Ça nous intéresse beaucoup. C'est de la forme d'acquisition, amélioration. C'est pas moins cher, c'est sûr. C'est souvent plus cher, ça a été dit. Il faut aussi savoir que des outils, notamment un a été mis en place par Action Logement qui s'appelle la foncière de transformation immobilière, plus simplement appelée FTI, et qui nous permet de pouvoir, qui est sur le portage sur des très longues périodes et qui permet pendant 30, 40, 50 ans, enfin ça dépend du montage, de pouvoir réaliser des logements à bail pendant de longues périodes. Donc on arrive avec cet outil. Le troisième point, il est assez intéressant et ça dépend aussi du patrimoine des bailleurs. Nous avons chez nous encore du patrimoine qui a pu être construit dans les années fin des années 50 et dans les années 60. Vous voyez les jolis parallélépipèdes qui manquaient un petit peu d'esthétique, mais enfin dont l'habitabilité est appréciée par nos locataires, ils nous le répètent toujours. Eh bien, ces bâtiments vieillissent, ils sont bâtis sur des fonciers et représentent une densité qui est relativement faible. Alors, on a l'impression, quand on est au pied des immeubles, on se dit, oh là là, c'est des grands ensembles, on est écrasé. Là, enfin, c'est pas Manhattan, mais enfin, ça donne une impression quand même assez forte. Et en fait, quand on regarde la densité, elle est relativement faible. Eh bien, on peut les transformer, ces quartiers, et on est en train de le faire. Il y a un exemple, ceux que ça intéresse peuvent venir aux alentours de 17h et quelques sur le stand d'Action Logement, puisque j'aurai l'avantage avec notre partenaire promoteur de vous expliquer comment est le montage. Eh bien, nous avons, alors, ce sont des projets qui sont portés politiquement par les élus. Quand je dis qu'ils sont portés, ils sont fortement portés. Il n'y a aucune possibilité de réussir quoi que ce soit s'il n'y a pas de portage politique. Et dès lors que le portage politique est affirmé, eh bien, nous avons la possibilité de transformer. Alors là, on est sur vraiment la zéro artificialisation, puisqu'une grande partie de ces fonciers sont équipés de parkings et donc sont bitumés là, sur des surfaces extrêmement importantes. Et on peut reconstruire à la place de ces anciens bâtiments, enfin ces futurs ex-bâtiments, eh bien, on peut reconstruire beaucoup plus, puisque je vous donnais 2 chiffres, ça
ça va vous horrifier, mais enfin, on va passer en gros de 250 logements à 600, à plus de 600. C'est pas une horreur. On travaille, Pierre Humbric l'a expliqué tout à l'heure, en concertation avec non seulement nos locataires, mais aussi le voisinage. Donc c'est un travail qui sera long, qui est déjà commencé, mais qui se passe plutôt bien, puisque passé un peu le choc de l'annonce, les voisins viennent voir et s'en rendent compte. Maintenant, il y a des beaux Pas de recours? Pour l'instant, il n'y a pas encore de permis de déposer, donc on les aura peut-être plus tard. Mais alors j'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas monopoliser la parole, où sur des secteurs extrêmement recherchés, je dirais, nous avons réussi à mener une opération de cette nature sans avoir de recours. Et le maire de cette commune me demandait encore, il n'y a pas longtemps, comment on avait fait pour arriver à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive. Ça peut intéresser, ça. Oui, donc on arrive donc à densifier. Nous aurons à terme 50% de logements sociaux supplémentaires aux normes d'aujourd'hui, donc avec une qualité de confort. Nous aurons pratiquement autant de logements d'accession, c'est-à-dire qu'on passe d'un quartier qui est 100% quartier social à un quartier qui sera mixte, et c'est important pour l'avenir. Et puis, au passage, je dirais, bien sûr, en accord avec la ville, il y aura quelques équipements qui seront soit transformés, un gymnase, une école partiellement. Enfin, ce qui fait qu'au bout du compte, on transforme un quartier, on y amène des logements supplémentaires, on y amène du confort, on y amène de la performance énergétique. Tout ça se fait bien sûr avec des études d'impact. On est maintenant pris dans j'allais dire une tourmente, pas une tourmente, mais on est pris dans une dynamique qui nous fait réfléchir très en amont aux conséquences de nos actes. Et là, je pense qu'on a trouvé, et au passage, on a pu, grâce à l'accord à l'aval de l'État, on a pu créer, on est entré en participation dans une SEM avec le promoteur, qui sera donc l'opérateur de transformation de ce quartier. C'est une première. On avait recherché qui avait pu se lancer dans cette affaire pour savoir comment éviter des pièges. Et en fait, on n'a trouvé personne et on se rend compte que cette initiative est inédite. Céline Reynaud, sur cette question du zéro artificialisation nette, tu arrives à le dire maintenant. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de refaire la ville sur la ville. Puisque, effectivement, on ne souhaite plus étaler et utiliser des fonciers qu'il faut laisser en terre agricole ou non utilisés, non bâtis. À un moment donné, se pose la question de faire la ville sur la ville, et donc se pose la question de la densité. Donc aujourd'hui, en lien avec cette problématique, il faut que l'on puisse avoir aussi un discours sur la densité, la connexion aussi au réseau de transport en commun. Vous citiez un exemple où effectivement il y a un enjeu d'accès aux mobilités, donc réseau de transport en commun. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est construire la ville sur la ville, avec cette question de la densité qu'il va falloir poser très clairement sur la table, en lien bien évidemment avec tous les réseaux de transport en commun qui existent dans les villes. Il y a plein de questions que vous posez via évidemment l'application numérique. Bonne question, je pense qu'on y a répondu pour beaucoup. La concertation avec vos locataires et habitants est sûrement la meilleure façon d'éviter les recours. La propriété privée du foncier est-elle bien raisonnable? Vaste question. La question foncière est connue, quelles sont les solutions? Tiens, une question pour vous, Pierre Humbric. Que représentent les contentieux sur les permis de construire bordelais déposés ces 2 dernières années? Je ne peux pas répondre à votre question. Il faudrait interroger le président du tribunal administratif de Bordeaux. Ouais. Je ne suis pas, donc c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais il y a des outils qui existent pour maîtriser le foncier, tant que j'ai la parole aussi, c'est les offices fonciers solidaires et les borelles solidaires. C'est-à-dire que vous pouvez construire sans être propriétaire du sol. Le sol reste entre les mains d'un office foncier solidaire et vous êtes quand même propriétaire de vos murs. C'est un outil antispéculatif et c'est un outil qui peut permettre de faire baisser le prix d'acquisition, le prix de construction entre 25 et 30%. Donc c'est quand même un outil très intéressant pour une accession sociale à la propriété à travers ces offices fonciers solidaires. Enfin, et ça se développe, hein? Ça se développe beaucoup. Et les opérateurs sont tout à fait volontaires. Et des villes comme la ville de Bordeaux, je peux vous dire, moi, quand on a vu arriver cet outil, on s'est dit, mais on va y aller à fond. Je pense que c'est quand même une solution qui est tout à fait intéressante pour tout le monde. Et je le dis, en plus, c'est un outil antispéculatif dans la mesure où après, quand vous voulez vendre, mais vous êtes tenu aussi par la position du propriétaire du sol qui fera en sorte que vous ne réalisez pas une bonne spéculation foncière à l'occasion de cette vente. Claude Bertolino.
C'est un très bel outil. Nous en parlions ce matin avec Marie-Noëlle Lindemann. Les baux réels solidaires, les offices fonciers solidaires se développent énormément en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons le premier BRS existant, donc sur du bâti existant, dans une résidence de tourisme à Bandol ou à Vumer. Et donc on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui séduit beaucoup. On s'était posé beaucoup de questions à l'époque des Land Trust Communities pour savoir l'attachement des Français au patrimoine, comment cette dissociation du foncier et du bâti allait être vécue. Et en fait, on se rend compte, et nous en parlions effectivement avec des interlocuteurs ce matin, le fait, notamment sur les logements collectifs, d'avoir ce paiement d'une redevance est lu comme finalement des charges. Et donc le fait de ne pas maîtriser le foncier, mais d'être uniquement propriétaire du bâti, ne pose aucun problème. Nous avons des commercialisations, nous avons des premières pierres qui sont dans le golfe de Saint-Tropez, sur le littoral varois, et on voit que c'est vraiment une très bonne greffe. Et donc je complète par rapport à ce qui a été dit. Quand une opération est 100% soit en BRS ou est en logement locatif sociaux, en tant qu'établissement public foncier d'État, nous faisons du gré à gré avec les opérateurs. Et en termes de consultation, rapport consultation, gré à gré, nous sommes à 1 tiers consultation, 2 tiers opérateurs. Et donc, nous ne favorisons pas trop la VFA. Et vraiment, les opérateurs qui se développent sur les OFS-BRS, c'est une réponse adaptée qui est complémentaire au logement social, qui satisfait un certain nombre d'élus et les besoins des populations. Et ça, c'est très important. Jean-Paul Jandon, il y a la question évidemment du financement. Alors ça, c'est une question évidemment très large, et Jacques Marc nous en parlait tout à l'heure. Enfin, voilà, on peut discuter à l'infini sur le montant des aides. Comment s'assurer que les aides financières vont aux bons endroits? Alors ça, c'est d'abord les aides financières sont distribuées de 2 façons différentes, hein. Notamment il y a des délégations des aides à la pierre pour les collectivités, ce qui est normalement la logique voudrait que ces aides soient vraiment performantes, puisque en termes de proximité, ça me semble être évident. Or, on s'aperçoit, c'est là que nous avons le plus de retard. Et c'est ça quand même un vrai enjeu pour nous, c'est d'arriver à ce que ceux qui ont aujourd'hui la délégation d'aide à la pierre puissent véritablement l'utiliser. Ce qu'on a décidé, c'est une première décision au conseil d'administration du FNAP, c'est de dire que ceux qui n'avaient pas consommé, eh ben, finalement, on leur reprenait et on le réintroduisait pour refinancer. Je pense que ça, à un moment donné, ça va faire réfléchir un certain nombre, je veux dire, de délégations à la pierre, de se dire on a intérêt à y aller. Donc ça, c'est le point le plus important. Après, ce que je disais, c'est en financement. Moi, je voudrais quand même revenir sur le partenariat avec Action Logement, qui est assez exceptionnel et qui permet ainsi d'avoir quand même 500 millions, à peu près, hein, je simplifie, 500 millions d'euros pour la construction de logements sociaux, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc, ça veut dire que le problème, pour moi, le problème n'est pas un problème financier. Le problème, après, c'est comment on met tous les acteurs à travailler ensemble. Et sur PACA, la meilleure façon de résoudre le problème, c'est bien évidemment de résoudre le problème de la loi SRU sur un certain nombre de communes. C'est ça le vrai sujet. Alors, comment on arrive à avancer pour faire qu'à un moment donné, des villes que je ne citerai pas ici, n'est-ce pas, puissent faire qu'on puisse progressivement avoir un vrai plan d'action qui nous permette de toutes les villes. L'autre point que je voulais souligner tout à l'heure et qui est un point d'inquiétude pour moi, alors plutôt ma casquette de maire en 2 minutes, c'est qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, dans les métropoles, on mette les logements, je dirais, aux périphéries et que les emplois soient en centralité. Et ce qui est en train de se développer, entre autres, c'est ce phénomène-là. Ce qui veut dire que là, il y a un vrai danger. C'est-à-dire que finalement, on aura d'un côté de plus en plus d'embouteillages entre les 2 lieux de vie, d'accord ? Et puis, c'est une répartition des richesses qui m'inquiète beaucoup entre les territoires. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. Effectivement, c'est ce qu'on a fait, nous ici, pendant très longtemps. On avait les logements qui étaient sur la rive droite de la Garonne et les activités économiques qui étaient sur la rive gauche. Et qu'est-ce qu'on faisait au lieu d'inverser ou de faire de la mixité? On faisait des tuyaux, voilà. On faisait des tuyaux, des ponts, des trams, des routes, des rocades, etc. Il faut prendre le problème à la racine, comme vous le proposez. Effectivement, ça sera moins coûteux et plus intelligent. Et Jacques Marc ? Moi, sur le financement, je suis quand même assez surpris qu'on n'évoque pas les 4 ans qu'on vient de passer avec la ponction extraordinaire qu'on a eue avec la RLS. La RLS, elle a quand même aussi
amputer les fonds propres des organismes de façon spectaculaire. Souvenez-vous notamment au congrès de Strasbourg où au départ on était quand même sur 2 milliards. Julien de Normandie s'en souvient très très bien. Et c'est pour ça ce matin qu'on on a été un petit peu dans l'interdiction de pancarte ce matin. Donc c'est ça la démocratie aussi. Hein. Voilà, donc à un moment donné, je veux dire, la RLS, elle a quand même aujourd'hui obéré de façon importante les fonds propres. Et moi, je comprends qu'on soit content qu'il y ait 500 millions d'Action Logement, mais que fait l'État ? Que fait l'État ? C'est l'argent, cet argent-là, Action Logement, aujourd'hui, ne devait pas servir à ça. Et je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de cette solution. Moi, je suis content dans le débat qu'on parle aussi, au-delà de la technique, voilà. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que aussi on replace le besoin des habitants. Il y a le besoin des habitants et construire, c'est d'abord une volonté politique, à la fois des collectivités, à la fois des maires, mais à la fois de l'État. Et moi, je pense que dans la loi SRU, il y a des choses qu'il faut revoir. C'est pas normal que dans le calcul de la loi SRU, qu'on compte les places d'EHPAD et qu'on compte les PLS, il faudrait avoir aussi dans le périmètre des logements qui sont comptés dans la loi SRU, c'est retirer ces places-là, parce que finalement, ce n'est pas du logement forcément très social. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir. Sur l'écologie, à un moment donné, l'écologie, donc ce n'est pas forcément la construction, c'est le fait de faire payer aux locataires les surcoûts. Et notamment dans le cadre de rénovation thermique, c'est la fameuse 3e ligne. Voilà. Donc je crois qu'il y a des choses aussi sur lesquelles je crois qu'on reste trop sur des acquis, des prêts. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut faire évoluer les choses. C'est comme les 2,2 millions de demandeurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y en a sûrement plus parce qu'il y en a qui ne demandent pas. Mais je vous rappelle aussi la baguette magique de Madame Boutin, qui a abaissé d'un seul coup de 10% les plafonds d'accès. Et ça, personne n'en reparle. Donc je pense qu'il y a des gens qui auraient été intéressés et ils auraient pu, avant la loi Boutin de 2009, être éligibles au logement social. Je crois qu'il faut retravailler cette copie-là aussi. Et ça sera encore plus compliqué peut-être pour construire. Mais je reviens sur mon chiffre de 250 000 par an. Si vous prenez 2,2 millions, qui est un chiffre bas en termes de demandeurs de logement, 2,2 millions divisé par 10, hein, enfin 250 000 divisé par... ça fait 220 000. 2,2 millions divisé par 250 000, je reviens, ça fait 10 ans. Donc si on construit 250 000, dans 10 ans, on aura peut-être répondu à la demande des personnes. Il y a des solutions aussi, notamment sur le... On ne parle pas des territoires détendus. Alors, attendez, gardez vos solutions, parce que justement, Elie Jacquemart, oui, on va y venir. Ah bon? Parce qu'on arrive au terme de cette table ronde, et effectivement, on vous a demandé, histoire d'être constructif, parce que c'est l'esprit de l'USH, de terminer par une proposition chacun, savoir ce qu'on pourrait améliorer pour arriver à bon, peut-être cet objectif, en tout cas arriver à faire le maximum de logements possible. Vous avez 1 minute 30 chacun. On va commencer avec vous, Pascal Van Latem. S'il fallait résumer un mot, je dirais confiance. Nous sommes des organismes sérieux, professionnels. Je dirais qu'on est mature. On peut considérer que l'État peut s'engager avec nous. Je me mets un peu dans le sillon qu'a tracé ce matin notre Premier ministre, hein, en parlant des agréments qui ne doivent pas être un frein, mais plutôt un atout pour le développement. On a la capacité, je dirais aujourd'hui, à l'ère du numérique, on pourrait imaginer que l'administration et l'urbanisme puissent faire évoluer des pratiques qui n'ont pas évolué en fait depuis 30 ans, en travaillant un peu plus sur l'engagement en amont, et puis sur un contrôle a posteriori. Je pense que nous sommes prêts à le faire. Elie Jacquemart, voilà, excusez-moi, votre proposition, 1 minute 30. J'ai déjà fait pas mal, mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on remette au cœur du dispositif d'abord la volonté politique. Ça, c'est important, parce que ça, c'est comme ça qu'on fera marcher la machine. C'est qu'il faut des sanctions lourdes
pour les maires bandits qui ne respectent pas la loi, ça c'est clair. Et d'autre part, il faut aussi qu'on ait de l'argent, et l'argent de l'État, parce que moi je pense qu'il faut supprimer les 1,2 milliard de cadeaux fiscaux qu'on donne actuellement dans le budget 2021 pour les cadeaux fiscaux pour le privé. Il faut les supprimer et les réinjecter dans le fonds d'aide à la pierre que notre ami là-bas préside. Il aura 1,2 milliard de fonds en plus. Et je pense qu'avec ça, si avec ça on n'a pas assez pour construire, ça va devenir compliqué quand même. Bon, alors on n'a pas la volonté politique. On va demander à votre ami Jean-Paul Jandon, votre proposition. La proposition, elle est simple, c'est qu'il faut partager ensemble les objectifs. C'est-à-dire que toute la chaîne partage ces objectifs-là. C'est-à-dire que bien souvent, on a au niveau de l'État, on a Action Logement, on a ici, bien sûr, l'ensemble des bailleurs sociaux, mais ça ne suffit pas. Il faut que les maires ou les présidents d'interco de métropole soient associés beaucoup plus pleinement pour qu'à un moment donné, et puis les associations, je pense les associations qui aujourd'hui font des recours, que tout ça soit associé au plus près, au niveau local, pour pouvoir tenir les objectifs. Si on fait ça, je pense qu'on pourra atteindre déjà la remontada dont j'ai parlé tout à l'heure. Céline Reynaud. Moi, je vais aller dans le même sens. Aujourd'hui, on a vu à travers cette table ronde que les idées ne manquent pas, que les financements existent, même s'ils sont insuffisants, et même si on aimerait qu'on nous mette, enfin que chaque année, presque, on imagine de nouveaux dispositifs de taxation des bailleurs sociaux toujours plus ingénieux les uns que les autres. Donc ça, si on pouvait éviter, ce serait bien. Mais on voit bien qu'on expérimente dans nos organismes, on a des actions qu'on pourrait partager. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un alignement des volontés entre le politique, aux différents niveaux aussi, au niveau de l'État, au niveau des territoires, qui parfois ne sont pas complètement raccords et qui peuvent être un frein aussi à la production, les bailleurs sociaux, bien évidemment, les partenaires. On n'a pas ou peu parlé des entreprises qui vont construire les logements, des logements un peu différents demain, notamment pour répondre aux normes climatiques, et qu'il va falloir aussi aider dans la construction de filières, dans le développement de nouveaux matériaux, etc. Donc ça, c'est aussi des éléments importants, et il faut qu'on mette tous ces partenaires autour de la table et aligner finalement les volontés pour produire ce logement social dont on a tous besoin. Claude Bertolino. Moi, je crois beaucoup effectivement à cet alignement, à l'ensemble des parties prenantes, entre guillemets, à l'acte de bâtir du logement social. Et donc, les chartes, je pense à la métropole de Nice-Côte d'Azur, Dominique Estroy-Sassonne, qui a fait une charte avec les promoteurs pour caper les prix, pour justement arrêter les folles enchères sur du foncier. Je pense qu'il faut maintenir la loi SRU et le DPU-État. Je pense qu'il faut aussi travailler sur les évaluations domaniales. Je crois savoir que la commission Rebsamen travaille là-dessus, sur les emplacements réservés, les servitudes de mixité sociale. Quand un document de planification, un maire prend le risque de faire ça, il faut absolument que les évaluations domaniales soient conséquentes et liées à cette programmation. Et je pense que c'est tous collectivement qu'on y arrivera. Nos métiers ont changé. Nous sommes dans l'innovation. Nous avons la capacité, tous collectivement, de faire cet effort-là. Eh ben, écoute, c'est un beau message. Pierre Urmic, on a commencé la journée avec vous. On va terminer cette table ronde avec vous. Moi, je pense que ça passe par le succès de ce que j'appellerais un ménage à trois. Condition que ce ne soit pas un ménage adultérin, c'est-à-dire que chacun remplisse totalement sa fonction. Je commencerai par l'État. L'État, ces dernières années, ça a été dit, s'est totalement désengagé de ses obligations. L'État s'est comporté en commentateur, en disant oui, là c'est bien, là c'est pas bien. Mais c'est désengagé. Donc, qui remplit cette fonction? Et cette fonction, c'est pas uniquement prendre des normes. La loi SRU, c'est très bien, je souhaite vraiment qu'elle soit maintenue, mais on attend de l'État autre chose que de prendre des normes. Donc, premier partenaire. Deuxième partenaire, les villes. Je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable volonté politique de construire. Et je sais que ce n'est pas dans l'ADN de tous les maires. Il y a une certaine réticence sociale, dont je disais, de la part de certains habitants, et il y a certains maires qui ont tendance, effectivement, à céder devant certains habitants qui disent « on est bien entre nous ». On est bien entre nous, on n'a pas intérêt à faire venir de nouveaux habitants, surtout du logement social dans notre quartier. Donc là, il faut un certain courage politique, en tout cas une certaine volonté politique pour dire qu'un maire aujourd'hui doit être un maire bâtisseur, notamment de logement social, vu le retard accumulé dans notre pays. Ça, c'est le deuxième partenaire. Et le troisième partenaire, c'est naturellement, c'est vous, c'est les bailleurs sociaux. Nous, maires, on a besoin de vous.
Nous, maires, on a besoin de vous pour entretenir des relations totalement harmonieuses, pour trouver localement des solutions qui sont souvent inventives. Nous avons besoin de vous pour construire notamment dans le diffus, dans le centre-ville. Je sais que ça intéresse moins les bailleurs sociaux de faire des petites opérations en centre-ville, mais nous, c'est ce que nous voulons faire. Donc, on sait que c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour désormais faire aussi du logement social dans nos cœurs de ville, dans nos centres historiques. C'est pour nous un véritable challenge. Donc, voilà ce que j'appelais un ménage à trois. En tout cas, moi, je parle au nom d'un des partenaires, qui est le maire d'Ille-de-Ville, qui est tout à fait volontaire pour travailler dans cet état d'esprit. Voilà, vive les ménages à trois. Applaudissements pour nos 6 participants extrêmement brillants à cette table ronde.